Bonjour Valérie. Bonjour Kim. Eh bien, nous sommes toutes et toutes des personnes inspirantes. En tout cas, c'est mon avis. Et du coup, on a tous notre couleur à apporter à la vie. En tout cas, c'est ma vision des choses. Et donc, les interviews inspirantes sont nées de cette envie de partager des témoignages de personnes en chemin, de personnes qui ont avancé leur projet ou des personnes qui sont comme toi, beaucoup sur le chemin de la réalisation, qui ont réalisé des choses, qui ont un parcours de vie personnel. Donc, ce sont des portraits spontanés, authentiques, dans la bienveillance et la bonne humeur. Et pour démarrer, avant d'aller un peu plus dans ce que tu peux faire, je trouve toujours intéressant d'explorer le côté être avec une première question. Ouvre ton esprit et laisse-toi aller sur la réponse. Quelle est ta plus grande qualité ou ton talent ou ta plus grande compétence, en tout cas celle que tu te reconnais et que peut-être les autres te reconnaissent aussi? Quelle belle question Kim. Merci de me la poser et aussi de créer ce partage. Je suis très heureuse d'y participer. Et pour répondre à ta question qui m'évoque un petit peu l'essence, hein, c'est-à-dire vraiment notre zone de grande fluidité, je dirais que depuis toujours, d'aussi loin que je me souvienne, je pense que ma compétence clé, c'est la transmission, avec toutes les qualités qu'elle induit de connexion à l'autre, d'empathie, de chaleur, de tolérance. Et voilà, je me reconnais vraiment dans cet ADN émotionnel. Ah, c'est magnifique comme qualité et moi je te reconnais là. Je t'ai vue, en tant que formatrice, je t'ai vue en tant que conférencière. Je trouve que tu as ce côté, partage, moi j'entends, j'écoute ta bienveillance en fait. Je suis très sensible à cette bienveillance et puis, voilà, tu as un côté modeste aussi, que j'apprécie. C'est peut-être le mot humble qui est plus juste, mais en Oui, tout cas moi c'est ce que je ressens, de ta personnalité. Et donc, tu l'as découvert comment, cette qualité? Parce que alors, tu dis depuis petite. toute petite, vraiment, vraiment très, très Ouais. petite, puisque j'aime bien justement quand j'accompagne interroger les personnes sur leur jeu d'enfance, sur ce qui les guidait à l'époque, ce qui les inspirait. J'en ai un petit peu parlé dans mon livre, dans un chapitre. Qu'est-ce qui vous guidait dans vos jeux, dans vos activités, mais aussi dans vos amitiés? Et je me souviens que toute petite, j'adorais m'enfermer dans ma chambre, disposer mes petites poupées en face de moi. Je mettais un petit tableau blanc, puis j'expliquais à mes poupées ce que j'avais compris dans la journée. Je leur enseignais les fleurs, les animaux. Je disposais des petits livres partout. Et voilà, c'était vraiment mon espace d'épanouissement. Et je dois dire que la transmission, elle va de pair pour moi avec l'apprentissage. C'est la raison pour laquelle j'aime bien le point que tu as souligné, c'est-à-dire l'humilité. Parce que pour moi, transmettre n'a jamais été synonyme de posture de sachant. C'est-à-dire que c'est même l'inverse. Quand on transmet, on apprend en même temps, on s'enrichit des autres. Euh, pour moi, il est très important d'avoir toujours une grande curiosité d'esprit. Je l'ai appris ça aussi au contact de mes étudiants, puisque j'ai été enseignante pendant une vingtaine d'années. Et les jeunes gens à qui j'enseignais, ben, chaque jour, me mettaient au défi de chercher des nouveaux biais d'apprentissage, de répondre aussi à leurs questions très pertinentes, d'aller chercher des solutions innovantes, et puis aussi de recevoir, d'accueillir leurs critiques constructives. Et au début de ma carrière de jeune enseignante, j'ai eu la chance d'enseigner en maison d'arrêt, donc à des détenus, et je leur enseignais à l'époque le droit. Et alors c'était très très amusant puisque dans chaque cours, en général, j'apportais mes connaissances et eux précisaient avec la jurisprudence qu'ils avaient longuement étudiée, avec des points qu'ils avaient vus dans leur parcours. Et alors j'avais adoré cet échange parce que finalement, dans la transmission, il y a un enseignement mutuel. Et pour moi, c'est la base de toute relation humaine, d'être toujours curieux de ce que l'autre a à nous apporter, en fait. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce que tu dis. Il y a ce côté, finalement, quand on enseigne, on est aussi, en apprentissage Ouais. et c'est très vrai, on le dit, hein, de très grands maîtres, aussi de très grands sages l'ont dit, on enseigne ce à quoi on a encore quelque chose à apprendre.
exactement. Ça, c'est très intéressant. Tu parles aussi de cet apprentissage réciproque. Tu parles quand tu as été enseignante et avec tes détenus. Mais finalement, le feedback, effectivement, hein, quelque part dans ce que tu dis, de ce que renvoie l'autre, ça peut permettre d'aller un peu plus loin ou de renvoyer des questionnements qu'on ne s'est pas forcément posés ou un éclairage sur ce qu'on enseigne qui est différent et qui nous fait évoluer. Donc, je trouve que c'est effectivement très intéressant. Et puis, pour reprendre au début ce que tu disais, voilà, je te vois avec tes poupées en train d'enseigner. Et là, je dirais pour les personnes qui nous écoutent, c'est vrai que voilà, repensez quand vous avez des doutes sur ce que vous savez faire, hein. Parfois, on oublie que dans son enfance, et on va revenir sur ton livre parce qu'effectivement, c'est une question que tu poses dedans, mais voilà, ne pas hésiter à regarder dans son enfance qu'est-ce qu'on aimait naturellement faire. Et on a souvent des clés, parfois on oublie parce que la vie, parce que peut-être notre éducation, peut-être notre environnement, peut-être on n'a pas osé aller dans ses rêves, dans ce que on n'a pas vu qu'on avait telle compétence ou telle. Et Mhm. je trouve, voilà, quand on réfléchit à ce qu'on a su faire naturellement en tant qu'enfant, c'est la clé en fait, hein. Pour moi, les compétences, les talents, c'est quand c'est naturel, c'est pas quand on s'oblige à aller sur quelque chose qui ne nous convient pas et dans lequel on va pas gérer quelque part, briller ou en tout cas être éclairé. Et on va revenir sur ce mot d'éclairer parce que ça fait partie du titre de son ouvrage. Mais avant, parce que j'aime bien mettre un peu de suspense, de ma façon un peu taquine. Donc, tu as plein de métiers. Effectivement, on parlait du fait que tu as été enseignante pendant 20 ans, notamment avec des détenus. Tu es aussi thérapeute comportementale, formatrice, tu es aussi auteur, et on reviendra encore une fois sur ce livre. Je crois que j'aurais bien mis le suspense quand même. C'est ça. Est-ce que, petite, tu avais imaginé exercer l'un de ces métiers? Est-ce que tu y avais pensé, en dehors de ce que tu nous racontais dans l'enseignement? Est-ce qu'il y a des choses qui te sont venues? Alors, quand je dis petite, peut-être. Est-ce que tu avais imaginé. Alors, l'enseignement, apparemment, oui, mais sur ce que tu as fait après? Oui, 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 tout à fait. Je crois que j'avais une vision assez claire, notamment parce qu'enfant, je pense que j'étais hypersensible, ce qui est un thème voilà, hein, important, et j'avais une conscience assez lucide de ce que je voulais faire plus tard, et j'avais une qualité familiale qui est l'optimisme, c'est-à-dire je n'ai jamais douté du fait que j'allais pouvoir investir ce qu'on appelle parfois le flow, qui est vraiment la zone de Ouais. fluidité, de facilité, qui correspond vraiment à nos dons, à nos talents naturels. Et donc, toute petite, j'écrivais parfois. Je me disais, oh, quand je serai grande, je ferai un livre. Mais je n'ai jamais pensé en termes de carrière ou sous l'angle matériel. J'ai très tôt pensé en termes d'épanouissement. Très tôt, je me suis dit, j'ai une vie. Waouh, quelle chance! Eh bien, vraiment, je vais en profiter pour faire tout ce que j'aime. C'était vraiment sous le côté de l'exploration, de l'aventure chaque jour, de me dire, waouh, quelle chance qu'on me donne ce parcours devant moi. J'ai je ne sais combien d'années pour me réaliser. Et puis, par ailleurs, au cours de mes études, en début de carrière, j'ai assez rapidement compris qu'on pouvait exercer son talent naturel dans n'importe quel métier. Ce que je dis parfois aux personnes qui me disent oh, j'ai pas osé investir ce qui faisait sens pour moi, je suis assez loin de mon essence, et je leur dis là où vous êtes, il y a toujours un moyen d'exprimer votre talent naturel. Et au tout début de ma carrière, pendant quelques mois, j'ai travaillé en hôtellerie. Et c'était assez amusant parce que sans que je l'ai sollicité, au bout de 3 4 mois, on m'a demandé si j'avais envie de faire des formations en interne. Alors que j'étais pas du tout allée sur ce thème-là, c'était pas du tout mon métier ni mon poste. Et c'est comme s'il y avait un aimant quelque part qui attire nos talents naturels. Et je crois que là où on est, il y a toujours une manière créative d'exprimer qui on est. Et c'est par là qu'il faut commencer en fait. Il ne s'agit pas toujours de faire une grande révolution, une grande métamorphose de sa vie. Ça peut se faire à petits pas. Et en tout cas, je crois que l'optimisme et la foi absolue dans le fait qu'on va pouvoir exprimer ça, parce que de toute façon, c'est la voie la plus facile d'exprimer qui on est, plutôt que de se suradapter à quelque chose qui ne nous correspond pas et qui, je reprends un peu ce que tu disais, là, cette notion d'effort, et qui va nous demander beaucoup d'efforts, de lutte, de combat, pour finalement être qui on n'est pas. Donc autant essayer d'exprimer là où on est eh bien ce flow en fait, hein, qui nous habite en général depuis qu'on est tout petit.
Ouais, je partage tellement de choses dans ce que tu dis. C'est vrai que le côté optimiste, je crois que ça nous caractérise toutes les deux. Mais finalement, dans ce que tu dis, il y a aussi, depuis petite, cette capacité naturelle à t'écouter, en fait, qui Oui, tu es, à sentir. Alors, je parle beaucoup d'alignement, fluidité, enfin, je suis très en phase avec ça, hein. C'est vrai que quand c'est naturel, quand c'est spontané, d'abord, on ne réfléchit pas. Et en plus, voilà, on sent que tout va bien, hein. On est c'est vraiment ça. dans ce flow, dans cette fluidité, dans cette facilité. Et je trouve que l'indice de fluidité et de facilité, c'est un indice très intéressant. Et je suis en phase avec toi, le fait de ne pas hésiter à aller sur ces talents naturels. Finalement, au fur et à mesure, tu acquiers une certaine confiance en toi parce que tu expérimentes et parce que tu as cette confiance en la vie dont tu as parlé avec d'autres mots tout à l'heure, hein, puisque finalement tu Oui, disais bah, j'ai foi et, et voilà, je pensais que ça allait se faire et je ne pensais pas au côté matériel. Donc voilà, avoir un très grand rêve et le laisser partir, cette intention, ça fonctionne très très bien. Et finalement, dans la façon dont on laisse les choses faire, le côté facilité naturelle, ce qui n'est pas ce qu'on nous enseigne, hein, parce qu'on nous dit beaucoup le travail, c'est c'est laborieux, ça, etc. Moi, je suis de plus en plus dans le fait que quand c'est amusant, quand c'est léger, ça exactement. n'empêche pas le professionnalisme, hein, ça apporte autre chose, c'est une autre dimension. Et puis après, chacun prend ce qui lui convient. Mais voilà, le fait de pouvoir aller vers quelque chose dont tu as senti et on t'a laissé l'opportunité, ça aussi, hein, les portes s'ouvrent quand on laisse, quand on est dans cette confiance dans la vie, quand on écoute cette fluidité. Formatrice, c'était pas ton métier et finalement, tu avais des compétences pour. Mais déjà, les poupées l'avaient compris, hein, C'est ça, exactement. Tout et, à euh, fait. et voilà. Et donc ça, c'est voilà, ça, je trouve que on a plein de parcours comme ça, absolument magnifiques quand on commence à regarder, décoder, avoir une lecture autre. Finalement, en se laissant l'autorisation. Tu t'es laissé plein d'autorisations des Ça. petites, de l'ouverture, et c'est aussi pour ça qu'on est venu te chercher sur la formation, hein. Je pense que ce côté Mm. laisser de l'ouverture quand on nous fait des propositions qui ne sont pas celles qu'on avait imaginées, je pense que c'est ça aussi qui permet aux choses de se réaliser. Complètement, hein. Et d'ailleurs, enfin, j'aime beaucoup ce que tu as dit. Tu as dit le mot intention, qui pour Mm. moi est une notion déterminante, c'est-à-dire qu'on nous apprend beaucoup à travailler sur des objectifs, un résultat précis, ce qui pour moi ferme un petit peu l'exploration et crée de la tension, de la frustration si on sent que c'est pas cet objectif précis que l'on va atteindre. Alors que d'avoir une intention, c'est plus dans l'état d'être. Par exemple, j'ai l'intention d'exprimer mon essence. Ça, c'est une intention. Un objectif, c'est je veux devenir formateur ou formatrice. Et si je ne suis pas dans ce métier-là, je vais avoir la sensation d'échec. Alors que l'intention est beaucoup plus large et par conséquent, elle va nous aider à connecter ce qu'on appelle la sérendipité, qui est justement ce dont tu parlais, ces synchronicités, ces opportunités qu'on va être capable d'écouter, de saisir comme des chances et de mettre en relation avec ce qu'on est en train de vivre. Hein, la sérendipité, c'est le hasard heureux, c'est voilà, c'est une opportunité qui survient sans qu'on l'ait vraiment recherchée. Et cette qualité de sérendipité, elle s'active justement lorsqu'on est dans sa fluidité, dans ses compétences, dans cet alignement aussi que tu décrivais, Kim. Et c'est Mm. très, très aidant, très facilitant. Et dans cette zone-là de sérendipité, finalement, il y a très peu de frustration puisque tout ce qui vient est juste, en fait. Hein. C'est comme si la vie nous Oui, guidait en nous disant, oui, bah, c'est pas ce chemin-là, c'est un autre, mais celui-là, il est bien mieux pour toi. Et donc, on se ouais, laisse un petit peu guider et c'est très aidant pour justement rejoindre cette essence et l'exprimer là où on est, en fait. D'ailleurs, ouais. c'est un petit peu ce que nous propose l'intelligence émotionnelle, hein, c'est-à-dire de travailler sur le premier axe de cette intelligence émotionnelle, qui est la conscience lucide de soi. Cette conscience lucide de soi, eh bien, elle est basée sur bien se connaître, bien connaître son essence, bien connaître ses besoins, bien connaître son monde émotionnel, et ça permet du coup d'orienter son action et ses choix de manière éclairée. Oui, alors il y a encore beaucoup de choses dans ce que tu dis, hein, mais comme toujours, hein, donc c'est vrai que sur ce côté, donc que l'on parle de sérendipité ou qu'on parle d'intention, en tout cas, on est dans cet alignement. Ça veut dire que quelque part, c'est un peu cette espèce, on peut parler d'outil vision board, mais ça revient à ça. On lance une idée, mais en laissant de l'ouverture.
Et c'est ça qui exactement. permet à différentes possibilités d'arriver. Et nous, on peut checker ce qui est juste ou pas pour nous et ce qui peut bouger dans le temps, hein. C'est ça qui est C'est formidable ça. quand tu fais confiance et quand tu commences à être dans cet état d'esprit, tu vois plus les choses de la même façon. C'est-à-dire qu'effectivement, tu vois plutôt les opportunités positives que ce qui ne fonctionne pas, je trouve. Et ça, c'est quand Oui, même très intéressant. oui, Alors oui, l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment une de tes spécialités, hein. D'ailleurs, oui. tu fais de belles formations, on mettra en lien pour que les personnes qui sont intéressées, vraiment, Valérie fait des très très belles choses. C'est un sujet qu'elle maîtrise bien. C'est extrêmement intéressant ta façon d'aborder l'intelligence émotionnelle. Il y a de multiples formations sur le sujet, mais ce que j'apprécie dans ce que tu as, alors j'ai pas suivi hein, ta Mhm. formation dans la durée, mais de ce que j'ai pu voir de toi et la façon dont tu en parles, c'est qu'effectivement tu remets aussi tout ce qu'on a évoqué depuis le début, hein, et notamment ce côté on est acteur de notre vie. Oui, Et donc voilà, quand on prend en compte notre intelligence émotionnelle, eh bien, ça nous aide. En fait, c'est une aide et c'est pas un frein, comme on peut nous l'expliquer ou qu'on a pu nous l'expliquer, hein, des personnes qui étaient pas forcément mal intentionnées, mais qui voyaient les émotions comme quelque chose de difficile. ouais. Le fait de l'accueillir aussi, ça va vraiment aider à vivre sa vie, parce qu'on est humain, donc on est des êtres d'émotion. Tout à fait, complètement, hein. Et d'ailleurs, je rends hommage, j'en profite pour rendre hommage aux auteurs qui nous aident beaucoup à entrer dans cet univers merveilleux, à commencer par Daniel Goleman, hein, qui a écrit L'intelligence émotionnelle, mais on a aussi un auteur que j'apprécie particulièrement qui s'appelle Ilios Kotsu, qui a écrit Éloge de la lucidité et qui Mm. justement nous invite à nous réconcilier avec nos émotions, à les apprivoiser parce qu'on a longtemps confondu émotion et réaction émotionnelle. Alors, Mm. on juge souvent les réactions émotionnelles, les nôtres, celles des autres, parce que, par exemple, comment dire, s'interroger sur l'agressivité. Mais l'émotion racine, c'est la colère. Et la colère, c'est une émotion formidable. J'ai envie de la réhabiliter. Dans toutes mes formations, je la réhabilite parce que je trouve qu'elle a sa place au même titre que les autres. La colère, elle peut être exprimée de manière très tempérée et elle a une utilité puisqu'elle nous renseigne sur nos limites, sur notre territoire, sur nos frustrations, sur etc., etc. Donc, une émotion, ça vient d'ailleurs du mot mouvement, c'est un mouvement qui se produit en nous pour nous informer sur notre environnement, pour nous renseigner sur nos besoins, ceux qui sont satisfaits, ceux qui sont insatisfaits. Et donc, ces émotions, en fait, elles sont nos guides et elles sont thérapeutiques. Donc, en intelligence émotionnelle, nous sommes invités à les accueillir, les traverser, les accompagner et en revanche, à apprendre, si c'est nécessaire, à réguler les réactions qui en découlent. Le travail se porte sur les réactions, l'intensité des réactions, plutôt que sur l'émotion racine, qui est toujours vraiment un mouvement très intéressant. Ouais. Oui, c'est vrai ce que tu dis, le côté message en fait de nos émotions, Et c'est parfois ce oui, qu'on nous a pas appris. On nous a tellement fait croire qu'il fallait gérer comme si c'était un chiffre ou quelque c'est ça, chose en comptabilité ou en contrôle de gestion. Et ben, ça fait belle lurette c'est que c'est ça. important d'être dans l'accueil et tout ce que tu dis, moi je partage hein, sur ce côté traversé. Écouter le message, Oui, accueillir et oui, puis en faire quelque chose d'autre. Qu'est-ce que ça me permet, sur quoi je vais pouvoir avancer parce que j'ai compris pourquoi cette colère se manifestait et pourquoi cette récurrence. Et en fait, on s'écoute pas toujours ou des fois trop, mais en tout cas, c'est un petit peu comme les mots MAUX. c'est ça. Quand le corps va jusque des mots physiques, c'est toujours des indices intéressants. Donc, Oui, c'est vrai que les émotions, ça peut être aussi un stade avant qu'il y ait des mots, des fois physiques, hein, parce qu'une émotion jamais écoutée, ça peut aussi se transformer. Et je trouve qu'effectivement, voilà, ce que tu évoques en termes notamment la question de la traversée et en faire autre chose, hein, en parlant des réactions émotionnelles, ça c'est important. En plus, une émotion, plus tu la refuses, enfin, c'est un petit peu vrai d'ailleurs sur plein de choses dans la vie, mais plus elle a de l'intensité, puisqu'en fait, tu exactement, n'écoutes pas. Hein, exactement. ouais. Donc Oui, il y a vraiment aussi, oui, merci aux auteurs, mais je trouve que le travail que tu fais, et il n'y a pas de mais, et je trouve que le travail que tu fais sur l'intelligence émotionnelle est aussi magnifique parce que tu portes aussi ta sensibilité de mhm, femme et avec une façon douce, je trouve, de rentrer là-dedans. Et je pense, parce que tu parlais de ne pas combattre, etc. Et moi, je suis vraiment dans cette logique de paix. Hein. Il y a cette paix aussi avec nous-mêmes. Et oui, ça, l'harmonie, c'est important, en tout cas pour oui, moi, et je pense que oui, tu partages. Et du coup, c'est vrai que le fait
de faire aussi la paix avec ses émotions en les écoutant un peu plus, et ça va aussi donner autre chose dans le temps, dans notre façon d'être et dans notre posture, parce que du coup, on aura appris à être alliés avec nous-mêmes, avec ce que nous-mêmes nous disons, Oui, à oui. mots, avec notre façon de faire et notre histoire, hein. Je parlerai pas d'intergénérationnel, mais bon, Mais quand même, ça on pourrait pourrait, on ça pourrait, mais pourrait ça, ça pourrait faire lien, tout ouais. à fait, on pourrait faire un lien. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que le fait de faire la paix avec nos émotions, de les accueillir, de pas culpabiliser, d'avoir des émotions, parce que ça, c'est vraiment un poison. L'autre poison, comme tu le soulignais, c'est de vouloir les contrôler. C'est complètement vain, stérile. Le fait donc de les apprivoiser, de les accueillir, ça va nous permettre aussi de développer un autre axe de l'intelligence émotionnelle, qui est la conscience lucide de l'autre, c'est-à-dire comprendre que l'autre, il a son propre univers émotionnel et pas se laisser déclencher, entre guillemets, par les émotions des autres toutes les Mmh, 5 minutes. Parce que les mmh, émotions des autres ne sont pas des attaques personnelles, pas forcément. Alors parfois, oui, on peut subir de l'agressivité, mais quelqu'un qui se met en colère ne nous vise pas, nous, forcément. Il est en mmh, train d'exprimer un besoin insatisfait. Et donc, l'accueil des émotions, ça permet aussi d'aller vers quelque chose de merveilleux, un concept auquel je tiens beaucoup, qui est la communication bienveillante. Le mmh, fait de pouvoir échanger avec des points de vue différents, des univers émotionnels différents, des histoires différentes, sans mmh, forcément déclencher des conflits ou se sentir attaqué. Ça, je mmh. trouve que c'est fondamental pour les relations humaines, pour la vie en société, pour la vie au sein des familles, d'apprendre tous ensemble que nos émotions ne sont pas des ennemis, ne sont pas des attaques, et de manière à pouvoir vraiment en comprendre tout le sens et pacifier les relations. Ouais. Et c'est vrai qu'on partage l'importance des mots toutes les 2 parce que tu parles de communication bienveillante. On a tous et toutes en tête, hein, la notion de communication non violente. Et moi, j'ai en tête cette phrase de Mère Teresa qui disait: «Je n'irai pas à une manifestation contre la guerre, j'irai à une manifestation pour la paix». C'est Et ça, quand tu parles de communication bienveillante, pour moi, on parle de ça. Je préfère aussi être dans une communication bienveillante plutôt que non violente. Ça ne renvoie pas la même chose tout à fait. à l'univers, ça ne renvoie pas, et les outils sont intéressants, hein, c'est juste la Mmh, mmh. terminologie. Complètement. Je suis très, très sensible à ça comme toi, et on l'a pu l'écouter dans le podcast sur l'hypersensibilité. Oui. Et un petit rebond que j'aimerais faire, parce que du coup, on en a parlé sans en parler, c'est ton livre, un livre magnifique. Merci, Kim. Femme éclairée, femme éclairante. C'est ça. Alors, si je ne torture pas le titre, sororité et intelligence émotionnelle. Exactement. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Je mettrai les liens pour celles qui sont intéressées, mais je trouve que c'est voilà, ça il te ressemble tellement ce livre. Merci, ça me touche beaucoup parce que c'est vraiment ce que j'ai voulu faire, c'est-à-dire quelque chose d'authentique en fait. Et en fait, j'ai commencé, lorsque j'ai quitté l'éducation nationale, j'ai commencé tout de suite à travailler avec des femmes et à lancer un cercle qui s'appelait l'Atelier Féminin. Ça m'a passionnée et j'ai adoré ces moments d'échange où j'avais l'impression qu'on remontait dans le temps, où les femmes se réunissaient autrefois pour conter, se raconter des histoires, mais aussi se transmettre de la sagesse. Et ça m'intéressait de voir l'évolution des femmes au cours de l'histoire, puisqu'on a traversé une période très intéressante, hein, celle du féminisme, du post-féminisme, qui a donc influencé, hein, nos identités de femmes. Et par ailleurs, j'ai un parcours de femme et je trouvais très touchant que depuis 12 ans que j'accueille des gens en thérapie, que de tant de femmes viennent s'ouvrir à moi, me raconter un petit peu leurs ressources, mais aussi leurs failles, leur histoire très très intéressante. Et je trouvais que ça me semblait juste de leur donner quelque chose aussi de moi, d'intime, euh, afin de pouvoir enlever cette idée aussi que les thérapeutes n'ont jamais eu de problème, ce sont des gens qui savent tout gérer du premier coup, c'est super. De préférence. Oui, c'est ça, exactement. Donc, toujours dans cet esprit de ne pas avoir une posture euh, d'adulte vis-à-vis Plus de haute, l'enfant ouais, ou de... Voilà, ouais, tu vois ce que je veux dire? Donc, j'avais vraiment envie de leur ouais. dire, vous savez, moi, je suis comme vous, hein. J'ai dû m'interroger beaucoup, j'ai eu des moments absolument fabuleux, j'ai une vie formidable et j'ai aussi eu des failles et des problématiques
à contourner, qui m'ont donné de la force, de la résilience. Et c'est aussi un livre sur la résilience. Et j'avais envie de donner des petites astuces vraiment avec beaucoup d'humilité. Donc, c'est un livre qui présente des flashs de vie, des moments particuliers, un peu à chaque âge, parce que je trouve que chaque âge est formidable à vivre. C'est vrai qu'on a beaucoup d'injonctions. Autrefois, on disait, bon, 50 ans, c'est fini, hein. Or, moi, j'ai 52 ans. Je n'ai jamais trouvé la vie aussi formidable qu'en ce moment. Donc, j'avais envie aussi de défaire un peu tous les a priori, les injonctions, parce que les femmes en ont reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup au cours de Oui, l'histoire. Et d'être dans cette veine-là de, vous savez, on est né femme, c'est pas qu'une calamité. On a aussi vraiment, c'est une sacrée chance. On a des oui, choses à faire en tant que femme qui sont formidables. D'abord parce qu'on a un accès privilégié à l'intelligence émotionnelle. oui. Tout simplement parce que la femme, elle est programmée pour décoder les signaux subtils de son bébé. Donc très tôt dans sa vie, puis même c'est dans le cerveau, on va dire, ancestral, on a été vraiment programmé pour avoir beaucoup d'intuition, être dans le sensoriel. Et donc voilà, j'avais envie de faire un livre qui parlait en même temps de mon parcours de femme, de l'intelligence émotionnelle, qui donne des petits exercices et des outils que chacune peut s'approprier selon son vécu. Et chacune presque peut écrire son propre livre à l'intérieur du livre. Voilà, c'était un petit peu mon objectif, de donner un message d'espoir, notamment à celles qui ont pu vivre des épreuves, parce que la résilience, c'est pas quelque chose, c'est pas un chemin triste. La résilience ne donne pas des êtres résignés. Au contraire, Ah, ça donne des êtres qui vont avoir beaucoup de ressources, beaucoup de force, qui vont réenclencher tout le mécanisme d'optimisme, de désir de vie, la pulsion de vie, hein. Et donc voilà, j'avais envie vraiment de passer ce message positif et que chacune y trouve ce qui résonne pour elle en fait. oui, mais je trouve que c'est très réussi et vraiment bon, j'encourage, toutes les femmes qui le souhaitent, hein, qui nous écoutent, qui nous écouteront, à jeter un regard bienveillant. Enfin, c'est bon, la résilience, c'est très important, mais je trouve qu'au travers d'un parcours de vie authentique, et qui à la fois, livre des choses de toi, parle aussi d'autres femmes et également apporte des petites en tout cas des choses que toi tu as pu expérimenter. Je trouve que c'est toujours intéressant et après chacun et chacune en prend, C'est ce ça, qu'elle souhaite, hein, c'est l'objectif. exactement. Mais je trouve que voilà, dans le côté éclairant, éclairé, c'est aussi ça. C'est ce partage et on retrouve, hein, c'est la boucle du début de cette conversation, ton côté partage, pédagogue, qui était ta plus belle qualité, transmission, parce qu'en fait, un livre, c'est aussi une façon de démultiplier tellement plus largement, Oui, ce qu'on peut faire à un petit groupe, quand tu fais c'est tes ça. formations. Donc ça, Ouais, c'est ouais, tout à formidable. fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, voilà, ça me permet de rebondir sur l'essence, sur justement notre compétence clé, j'allais dire, parce que, comme tu disais, j'aimais beaucoup ton idée tout à l'heure de s'amuser avec et de voir, waouh, qu'est-ce que je peux en faire? Parce qu'on peut en faire plein de choses très, très différentes. On peut tous être éclectiques. Voilà, hein, il faut imaginer l'essence non pas comme une route linéaire, mais comme un parcours en étoile. Et Ouais. donc voilà, comme tu dis, l'écriture, le livre, bah, c'est une autre forme de transmission. Et ça m'amusait de l'explorer et d'aller au bout de ça. Et je pense que chacune de nous peut aller vraiment au bout de ses rêves. Ça, c'est très important de le dire. Quel que soit l'endroit où on se trouve, quelles que soient les conditions de vie, il y a toujours une possibilité, une solution créative pour exprimer une partie de son essence au moins. Et donc vraiment, c'est important de le redire. Je crois que parfois, il peut y avoir du découragement, des doutes. Et ce livre, il était fait pour ça aussi, pour donner courage à toutes celles qui, dans certains moments, se disent, bon, bah non, je n'arrive pas à exprimer mon essence, j'arrive pas à me réaliser. Nous sommes Ouais. nés pour nous réaliser, pour réaliser notre essence. Selon moi, hein, c'est ma vision de la vie. Nous sommes là pour ça. Donc, c'est la voie la plus facile, en fait. Oui, oui, je partage tellement sur, cette idée on s'est incarné pour réaliser quelque chose et c'est pour ça que je parlais de chacune à sa couleur parce que voilà, il y a tellement d'infinies subtilités, de couleurs, et chacune va faire partie de ce grand puzzle C'est ça. et c'est ça qui va permettre, voilà. Après, il y a des fois oser définir ses rêves, hein, qui peut être un sujet aussi parce que Oui, tu accompagnes comme moi des femmes et parfois elles ont même pas d'idée de ce qu'elles souhaitent, donc il y a quelque tout à part, fait. voilà, aller chercher ou oser exprimer, peut-être se faire accompagner en tout cas pour savoir déjà c'est quoi et je partage tellement sur cette idée qu'on peut, aller et on peut réussir à vivre ses rêves. Une de mes citations préférées est de Saint-Exupéry, est complètement sur ce sujet-là.
fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité, Oui, hein, dans Le Petit Prince, ça c'est exactement, tellement beau. tout à fait. Et c'est juste, voilà, en quelques Oui, mots, ce qu'on a dit aussi. Et comme quoi, Saint-Exupéry, qui était pas forcément connu pour le développement personnel, par Le Petit Prince, a fait quand même passer beaucoup de ah oui, moi, pour moi, c'est un sacré livre de de développement personnel, thématiques, d'ailleurs, Le hein, ouais, Petit Prince. c'est magnifique, ouais. Tout à fait. Bon, écoute, que de partage. Alors peut-être une Oui, dernière question, est-ce que tu une avant-dernière question, est-ce que tu as des projets à partager? Parce que c'est peut-être le moment aussi si tu as envie, si tu as quelque chose à partager ou peut-être un dernier conseil, un conseil à donner à des femmes qui n'oseraient pas forcément aller, vers leur essence, vers leur chemin de oui, vie, vers leur mission, suivant comment on a envie de formuler ça. 2 questions oui, du coup. oui, oui, oui. Ben, je vais en profiter peut-être pour clarifier un mot parce que parfois on me dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ce mot sororité? Oui, Parce que je crois que c'est important hein, oui. de le clarifier. La sororité, en fait, c'est l'équivalent de la fraternité entre, Mmh, pour les femmes, le fait de voir les autres femmes comme des sœurs. Pour moi, mmh, ça, c'est déjà une clé importante parce que c'est vrai qu'au cours de l'histoire, eh bien, on nous a appris un petit peu, on nous a un peu conditionnés pour être des rivales, puisqu'autrefois, ben, il fallait voilà, conquérir un homme pour avoir une chance de survivre hein, sur le plan économique, ce qui n'est plus vrai aujourd'hui, du moins dans nos pays, heureusement. Et du coup, on s'est peut-être un peu éloigné petit à petit de cette notion de clan de femmes. C'est pour ça que je trouve que ton approche, ce que tu fais, c'est formidable. Toutes les femmes qui partagent dans des cercles, parfois dans lesquels les hommes sont les bienvenus, parce qu'aujourd'hui, vraiment, on est aussi dans cette étape-là du rééquilibrage et de la connexion masculin-féminin. Je trouve qu'il y a quelque chose, il y a un mouvement formidable qui se fait. Donc cette sororité, pour moi, c'est déjà une clé, c'est-à-dire ben, de se rapprocher des autres femmes, d'être dans la non-compétition, la non-rivalité, de peut-être se questionner sur qu'est-ce que c'est être une femme aujourd'hui pour moi, quelle femme j'ai mmh, envie d'être, au-delà de quelle est mon essence, déjà quelle femme je suis. Et de ne jamais, comment dire, vouloir tordre son essence pour plaire aux autres. Je crois qu'il y mmh, a vraiment un travail très intéressant à faire pour sortir des conditionnements ou du vouloir plaire ou du vouloir être aimé à tout prix. Parce que quand mmh, on est petit, hein, voilà, on veut être aimé de ses parents, on veut être accepté, on veut être intégré. Pour aller vers son essence, pour s'épanouir, pour réaliser ses rêves, la première chose à faire, c'est d'assumer qui on est. On peut être très différent de son clan familial, de son mmh, environnement, de son éducation. Ça ne veut pas dire qu'on soit contre. Hein, là encore, enlever cette notion d'antagonisme, de rivalité, mmh, mais plutôt de dire que chacun a une spécificité et que c'est pas parce qu'on investit sa spécificité qu'on renie son éducation, sa culture, son environnement. Je crois qu'au contraire, hein, c'est aussi montrer l'exemple aux autres et notamment aux enfants, puisque je tiens beaucoup aussi au développement de l'intelligence émotionnelle chez les enfants, de leur dire, vous savez, l'essentiel, c'est que vous ayez une vie qui soit conforme à vos besoins fondamentaux. Parce que c'est ça, au fond, être heureux. Être en équilibre, parce qu'être heureux, c'est une notion philosophique, mais disons que trouver son équilibre, c'est aller investir ses besoins fondamentaux, enquêter dessus. Alors, pour donner une toute petite astuce hein, qui est facile à faire au quotidien, mais quand vous avez une émotion qui vous submerge, quelque chose qui vous dépasse et vous vous dites mais c'est disproportionné, posez-vous la question à chaque fois, de quoi ai-je besoin ici et mmh, maintenant pour me sentir mieux? Voilà. De mmh, quoi ai-je besoin ici et maintenant pour me sentir mieux? C'est une question toute bête. Si on se la pose régulièrement, quand on est un peu débordé par ses émotions, petit à petit, on va pouvoir cartographier, dessiner ses besoins fondamentaux. On en a une dizaine, grosso modo, on va dire, hein, de besoins fondamentaux qui guident notre équilibre, qui vont aussi nous permettre de surmonter les difficultés quand elles arrivent. Voilà, je dirais que la première chose, la première enquête à faire en intelligence émotionnelle, c'est celle-ci. C'est comment je suis fait émotionnellement. Qu'est-ce qui me constitue? Qu'est-ce qui est important pour moi? Voilà. Une fois que l'on a cela, eh bien, on va pouvoir s'interroger sur comment mettre son environnement le plus en adéquation possible avec ses besoins fondamentaux. Je ne sais pas, moi, si on a besoin de liberté et de mouvement, on va peut-être éviter d'avoir un travail sédentaire dans un bureau, par exemple, hein, parce que ça ira contrarier le besoin fondamental de mouvement et de liberté. Vous mmh. voyez. Donc c'est un petit peu cette petite clé toute simple que je pourrais donner, ce petit conseil qui est facile à appliquer dans la vie de tous les jours et qui est un premier pas, je dirais, vers l'intelligence émotionnelle.
Merci beaucoup, Valérie, parce qu'effectivement, on a besoin aussi de ce partage et c'est des choses que tu Mmh. partages, que tu as éprouvées. C'est vrai que, quand on commence à mieux lier l'émotion à un besoin, et ben, voilà, tu parlais de cartographier, mais ça veut dire qu'on va déjà, voilà, se poser la question d'identifier, ce que tu disais, hein, peut-être C'est ça, les 10 besoins qui font que une fois que j'ai ça, ça va peut-être être plus clair de savoir quel est mon rêve et comment je le réalise. exactement. Parce que déjà, je me suis connectée à moi et à qui j'étais en tant que femme et mes besoins fondamentaux. Tout à Je pense fait. qu'effectivement, c'est une très belle clé que tu livres et qui sera utile à tout âge. C'est vrai que la sororité, l'entraide, enfin, au sens large, je pense que c'est aussi quelque chose qui nous rassemble toutes les 2 et je Oui. pense que dans le groupe, comme j'axe beaucoup sur la sororité, ça Ah parlera, super. aux unes et aux autres. C'est vrai que c'est quelque chose, alors tu parlais d'histoire, hein, c'est vrai que sur tout ce qui est, à la fois transgénérationnel, mais également, presque dans les archétypes ou dans la culture, en tout Mmh. cas, ça fait quand même très longtemps qu'on ne nous a pas amenés à à nous comporter en tant que sœurs et je C'est trouve, ça. voilà, très positif tous ces cercles de femmes, tous ces groupes. Alors tu as raison, hein, après, le sujet c'est pas d'être en antagonisme masculin-féminin, c'est plutôt, si ces cercles de femmes, font sens, c'est aussi parce que ça permet de partager des choses, entre femmes, peut-être pas Exactement, partagées dans un groupe, mais ça peut être intéressant aussi des groupes mixtes, hommes et femmes. tout à fait. Voilà et puis on sait aussi, qu'on a aussi notre masculin-féminin intérieur, qui font partie de notre équilibre, hein, en dehors des Exactement. besoins que tu as décrits. Donc c'est vrai que dans tout ça, il y a peut-être respecter des moments de vie et je pense que c'est très agréable quand on commence à aller dans la sororité. Moi, ça me porte depuis petite, homme-femme, voilà, je j'ai jamais, ressenti de logique d'antagonisme mais par contre, je trouve que ça apporte autre chose parfois de faire des groupes, que féminins, par exemple, comme C'est peut-être ça. pour les hommes, ça peut être intéressant aussi des groupes qu'entre hommes et puis à des moments de se mixer, c'est intéressant aussi, Oui, de toute façon la vie, elle f enfin voilà, elle comporte des hommes et des femmes. exactement. Et comme tu disais, Voilà, on a en nous le masculin féminin. Et oui, de toute façon, voilà, plus on l'équilibre à l'intérieur, plus on va l'équilibrer à l'extérieur dans nos relations, en fait, hein, puisque tout à fait. chaque polarité a vraiment des qualités spécifiques, l'accueil, l'action. Donc, on a vraiment besoin de ces deux polarités et de ces deux polarités pacifiées, bien sûr. Voilà et accepter du coup parce que parfois on se veut autre, mais ça c'est encore un autre sujet parce qu'on pourrait parler des heures en fait. C'est C'est exactement, tellement tout à fait, passionnant tout à fait. On peut faire et toute une vraiment, journée sur le sujet. bah, je pense, oui. Oui, bah, d'ailleurs on réfléchira à un projet donc un très Oui. grand merci Valérie, vraiment. Merci C'était beaucoup un à toi, grand Kim. plaisir. Ah oui, merci d'avoir proposé ce partage et cet échange parce que voilà, j'ai adoré. Merci pour Bah, ta moi belle aussi, c'était énergie. un très beau moment, fluide, on en parlait Exactement, et puis voilà, nous avons chacune été nous-mêmes et je pense que c'est le plus important aussi, de se sentir exactement. soi-même dans les échanges. Oui, voilà, Ouais. tout à fait. Merci beaucoup, Kim. Merci, à très bientôt. À très bientôt.